Salut Catherine, Salut Pierre, salut salut. Pablo. Salut, salut. Joyeux anniversaire Pablo. Tu C'est dur d'avoir verras, ça se passe, ça passera la jeunesse, t'inquiète pas. Alors on se retrouve aujourd'hui parce qu'on s'est dit, comme on avait fait le débrief du discours d'Emmanuel Macron, on a tous les trois regardé hier le meeting numérique de Jean-Luc Mélenchon qui a réuni près de 20 000 personnes, un peu plus de 20 000 personnes je crois, où plusieurs interventions se sont succédées, celle de Adrien Quatennens, celle de Emmanuel Bompard où je pense encore à Mathilde Panot, Caroline Fiat, Caroline Fiat à la fin aussi. une fête qui c'est arrive, bien. Hmm. la fierté, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. On va commencer peut-être d'abord, peut-être dire comment on va évoquer les choses. J'avais prévu de l'évoquer en plusieurs points. Peut-être d'abord faire un point sur la forme du meeting, dire rapidement comment vous avez trouvé le format, le sens aussi de ce meeting, c'est-à-dire à qui véritablement il s'adresse lorsqu'il fait ça. Évidemment, on va s'attarder un tout petit peu quand même sur le discours, le contenu du discours, parce que depuis quelques jours, depuis son interview dans l'IB, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon essaie de faire émerger de nouvelles oppositions. Il parle aujourd'hui d'un nouveau clivage qui serait celui des libéraux contre ceux qui prônent le collectivisme, le libéralisme contre le collectivisme. C'est aujourd'hui ça la ligne de fracture telle qu'il la dessine, en tout cas à travers son discours. Et puis on reviendra aussi évidemment sur son interview dans l'IB et puis le clash, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas la lettre que Julien Bayou a adressée à Jean-Luc Mélenchon où il fait part d'un certain nombre de désaccords, pour le dire gentiment, même si à la fin les portes sont ouvertes. Voilà, est-ce que Jean-Luc Mélenchon est dans les rails de 2022? Ça va être un peu tout ça qui va être questionné dans notre échange. Catherine, peut-être d'abord un mot sur justement la forme du meeting, c'était innovant. Ah bah oui, on peut dire qu'il a le sens du tempo. Il a pris une initiative, comme il le dit, une première mondiale. Alors, je ne sais pas si c'est une première mondiale, mais en tout cas, c'est tout à fait clair qu'on n'avait jamais vu ça. Un meeting numérique. Il y avait 20 000 personnes, comme tu l'as dit, qui l'ont écouté. Moi, tout à l'heure, j'ai regardé sur YouTube, il y avait encore plus de 100 000 personnes qui l'avaient regardé en différé. Bon, sur la forme, c'était brillant. Mélenchon a fait du grand Mélenchon comme il a su parler lors de ses campagnes présidentielles précédentes, à la fois au cœur et à la raison. On y apprend beaucoup de choses. C'est une analyse dense, donc ça mérite en effet qu'on s'y attarde et qu'on en discute. Voilà, je pense qu'il a parlé à notre cœur et à notre raison, et il a parlé avec cœur et avec raison. C'est-à-dire qu'il était vraiment engagé dans son discours, corporellement. Enfin, je me souviens, Pablo, tu avais dit Macron est un très mauvais comédien. Jean-Luc Mélenchon parle avec conviction et vraiment, on sentait qu'il était dans ce qu'il disait et avec puissance. Et Pablo, on retrouve le personnage pédagogue aussi. On a vu sur plein de sujets sa volonté véritablement de faire comprendre les enjeux, voire de faire comprendre les propositions qu'il a. Je pense à la dette notamment. Tu Ouais. l'as trouvé très pédagogue sur ces sujets-là? Non, mais je l'ai trouvé très pédagogue et Catherine a raison de marquer la différence avec ce que j'avais ressenti quand je regarde les allocutions d'Emmanuel Macron et où je me dis à chaque fois, mais ce type ne croit pas un mot de ce qu'il dit, il lit un prompteur, c'est absolument catastrophique, etc. Et ben en fait, avec Jean-Luc Mélenchon, j'ai exactement le sentiment inverse. C'est-à-dire que Mm. je suis effectivement emporté par son verbe, par son discours, je suis en fait son raisonnement qui est parfaitement clair. Et tu l'as dit, il est hyper pédagogue. Et c'est vrai que pour moi, le grand moment du discours, c'est tout son raisonnement sur la dette, la restructuration de la dette et l'annulation partielle de la dette qui est vraiment mais parfait en fait, à tout point de vue. Il est parfait, à mon avis, politiquement, et il est aussi parfait d'un point de vue économique, c'est-à-dire qu'il est à la fois, il nous prend pas pour des cons, et en même temps, il reste assez simple et assez accessible pour qu'on puisse comprendre. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a évidemment les nouveaux concepts qui sont en train de réémerger, qui voudraient faire comprendre. On va reparler évidemment de tout ce qu'il évoque à travers la planification, même la réquisition. Il utilise bien des sujets qu'on connaît déjà. La souveraineté aussi est un sujet qui revient, et notamment dans l'interview de Libération. On va revenir là-dessus, mais quand même, à qui il s'adresse, d'après vous, Pablo et Catherine, quand il fait un meeting comme celui-là? C'est qui son auditoire? À qui il parle? À nous tous. Enfin, moi, je pense que c'est très clair. D'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises. Faites-vous confiance. Euh,
ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, prenez des initiatives. Non, je pense que c'est un discours qui s'adresse absolument à tout le monde et ce n'est pas un discours de l'entre-soi avec des coups tordus, des trucs dans les coins, etc. Je pense que c'est un discours tout public. Ouais, c'est un discours qui est d'autant plus tout public que les concepts, comme tu as dit, il y a nationalisation, planification, collectivisme, etc. Il ne s'attarde pas trop là-dessus, en fait. Il est surtout sur faites-vous un avis et moi, je vous propose en fait une vision divergente de celle de l'État et du gouvernement, de la parole dominante qu'on peut voir dans les médias. Et donc, il fait la démonstration en fait qu'on peut porter un discours politique offensif différent de celui de l'exécutif dans une période de crise sanitaire où, au départ, il explique quand même qu'il doit y avoir une unité sanitaire, mais ce n'est pas pour autant une unité sacrée politique. Sur cette unité sanitaire, Catherine, tu dirais qu'il y a eu un changement de ton. On l'a vu au début de la crise, on l'a assez peu entendu. Il a même parfois pu saluer les discours de Philippe, de Vérité. On sent qu'aujourd'hui, quand même, il est davantage dans le clivage, en tout cas, et notamment sur cette question qui lui est chère, parce qu'il est un des premiers à avoir parlé du déconfinement. Il a eu tout un propos dans son meeting, justement, sur la raison pour laquelle il a voulu porter dans le débat public la question du déconfinement, parce que théorisant le fait qu'on a été mal préparé à ce confinement, donc il fallait bien préparer le déconfinement. Il y a eu un gros passage sur ce déconfinement, et on sent quand même que le ton est en train de changer dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je trouve que c'est à la fois un discours qui est situé. Bon, il parle en effet du moment du déconfinement, mais je trouve qu'il est surtout marqué par l'ampleur enfin, la globalité et l'ampleur du propos. C'est-à-dire que ce n'est pas un discours circonstanciel vis-à-vis du gouvernement, etc. Il dit ce qu'il a à dire et on entrevoit que ça va cartonner à la sortie. Il garde ses munitions, il en laisse apparaître quelques-unes, mais ce n'est pas le sens fondamental de son propos. Je pense que c'est un discours qui est ample parce que dedans, à la fois, il va revenir sur, même il fait une histoire des pandémies, qui est évidemment très résumée, mais il va dire également quelles sont à ses yeux les raisons de ce développement de cette pandémie. Ça, je pense qu'il y a matière à en discuter. Il va faire en effet sa proposition sur la question de qui va payer. Ça manquait vraiment au débat public. Personne ne l'avait encore abordé. Et puis, il va parler de la question de la place de la France dans le monde. Voilà, je pense que c'est quand même, il y a les concepts politiques qu'il énonce, en effet, cette insistance sur le collectivisme qui est le nouveau mot qui apparaît. On pourra peut-être prendre 2 minutes pour en discuter. Voilà. Mais c'est quand même, moi je note surtout que c'est quand même un discours, s'il est si remarquable, à mon sens, c'est précisément parce que ce n'est pas un discours de circonstance, ce n'est pas un discours technique, c'est un discours global et qui est riche d'entrées historiques, propulsives, perspectives. Donc voilà, on parlait d'autres fois des discours technocratiques, c'est très très loin d'être un discours technique et technocratique et circonstanciel. Avant d'arriver sur le monde d'après qui est très important parce qu'effectivement il jongle avec les termes de collectivisation, planification, réquisition ou même nationalisation. Pablo, sur les 3 axes qu'il a identifiés dans la période de crise, que sont la planification, notamment il revient sur le concept de nationalisation et notamment il cite certaines entreprises où on lui dit l'État devrait justement réquisitionner des entreprises pour pouvoir les bouteilles d'oxygène, les masques, etc. La réquisition de toutes les entreprises textiles, et puis le troisième mot qui est le peuple, encore une fois, qui lui dit, et je fais confiance aussi au peuple, à assurer aussi la fabrication des masques et donc assurer une bonne sortie du confinement. Sur ces 3 axes, ça te paraît cohérent? C'est des axes qu'il avait déjà développés auparavant et qui étaient présents dans l'avenir en commun. Contrairement au collectivisme, qui est un terme qui était absent de son programme en 2017. Là, tout ce que tu dis, nationalisation, planification et confiance au peuple. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il a déjà longuement travaillé, etc. Alors après, il y a eu assez peu, autant dans l'interview de Libé, peut-être on en reparlera, il y a eu cette évocation du terme souveraineté, au sens où il faudrait avoir une souveraineté alimentaire, sanitaire. Dans le discours d'hier, on l'a moins entendu sur ce créneau-là. Non, on ne l'a pas du tout entendu, mais juste, moi ce qui m'a un peu
c'est pas surpris, mais voilà, il est dans un discours, donc c'est nécessairement un monologue. Et donc, en fait, il évacue en 2 coups de cuillère à peau. À chaque fois, il dit oui, collectivisme, oui, ça fait peur à certains, ou planification, oui, bah, je comprends, il y en a qui vont pousser des cris d'orfraie, ou ça va les faire défriser, ou je sais pas quoi. Et en fait, il balaye ça comme ça je sais pas, d'un coup de cuillère à peau. Et je trouve pas, je pense que c'est plus important que, à mon avis, ce qu'il ne croit. C'est-à-dire que, en fait, quand il dit les mots planification, nationalisation, réquisition, collectivisme, enfin, malgré lui, malgré ce que Jean-Luc Mélenchon peut porter de moderne, de contemporain et de novateur, ça reste en fait profondément lié au système soviétique. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce qu'il dit le plan. Au bout d'un moment, pour justifier pourquoi c'est bien de faire des plans, il a 3 exemples, c'est l'URSS, Charles de Gaulle et Jean Monnet, qui ne sont pas quand même les exemples, d'une part, les plus récents. Et alors, il dit lui-même qu'il ne les prend pas forcément dans son camp, parce que bon, Jean Monnet, l'européiste, et Charles de Gaulle, ce n'est pas vraiment son bord politique, hein, ni d'ailleurs l'URSS, je pense. Mais je trouve ça étonnant, en fait, de se référer à des choses qui ont un poids symbolique aussi lourd, de récupérer des concepts aussi lourds et de se dire, mais putain, mais moi, enfin, en fait, moi, la chose, quand j'entends les mots là que tu as dit, les 3 axes, je me dis, mais quand même, il pourrait inventer d'autres termes, en fait, qui fassent moins flipper tout le monde, si il a l'ambition de s'adresser à tout le monde. Et moi, c'est vrai que je suis pas trop d'accord avec Catherine quand tu dis oui, il s'adresse à tout le monde, etc. Je sais pas. Je sais pas s'il s'adresse pas d'abord, en fait, à il y a 20 000 personnes, on reste dans le périmètre des insoumis au sens un peu large. Et je pense que c'est avant tout à eux qui s'adressent. On avance un peu justement sur l'opposition que Jean-Luc Mélenchon fait sur ce nouveau clivage qu'il est en train de faire émerger sur libéralisme d'un côté, collectivisme de l'autre, tout en disant qu'en gros, c'est le chacun pour soi, soit le libéralisme ou tous ensemble le collectivisme. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi, cette nouvelle ligne de fracture? Avant, il y avait le eux, le nous, il y avait le peuple contre les élites. Aujourd'hui, c'est les libéraux contre les collectivistes. Moi, je pense que c'est marrant parce qu'à un moment donné, il s'amuse ou il se moque bien de la langue technocratique qu'emploie Emmanuel Macron à propos des marchés en tension sur le masque. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un fin lettré, comprend l'importance des mots et leur charge symbolique. Et je pense que là, franchement, ça fait plusieurs jours qu'il avance ce terme de collectivisme. Là, je me dis, il y a quelque chose qui m'échappe complètement parce qu'il ne peut pas ne pas savoir que ce terme ne renvoie pas du tout au collectif. D'ailleurs, comme d'ailleurs la planification ne renvoie pas simplement à planifier. Il y a des mots qui ont des histoires. Tout le monde peut comprendre planifier. Tout le monde n'est pas d'accord avec planification. Et assimiler le collectif, c'est-à-dire il faut qu'on soit plus collectif au collectivisme, je pense que là, il fait un saut qui ne peut pas être suivi. D'autant que moi, il y a évidemment que je pense qu'on ne peut pas imaginer une société qui ne soit pas solidaire, mais je crois aussi qu'on ne peut pas imaginer une société dans laquelle les individus n'ont pas davantage leur place. Or, dans ce collectivisme, ce qui fait problème, c'est que toute cette place des individus, que par ailleurs il salue, hein, quand il dit toutes les initiatives que les uns et les autres ont pu prendre pour que finalement tout ne s'écroule pas, c'est-à-dire que c'est quand même, ça a plus ressorti, je pense, de la mobilisation de chacun avec sa conscience professionnelle, avec son engagement citoyen, avec son humanité. C'est plus ça qui nous a fait tenir que l'impréparation et l'imprévision de nos gouvernants. Donc je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fait pas justice à cette place que les uns et les autres on veut prendre, on peut prendre et on prend déjà, et qu'il renvoie à des mots qui ont leur histoire et qu'il ne peut pas ne pas connaître. Donc moi, je ne comprends pas. En effet, ça fait système, planification, nationalisation, réquisition, collectivisme. Je pense que ça fait système, un système qui ne fait pas justice à la totalité de ce qu'il raconte. On va parler de politique quand même, parce que ce qui est intéressant aussi dans la période, c'est qu'on voit bien que ça discute, ça débat. Mélenchon n'a pas répondu aux communistes, au Parti socialiste et aux Verts aussi, et suite à la tribune de Julien Bayou. On va en parler tout de suite. Mais Catherine, dans ton propos d'introduction, tu as évoqué quelque chose qui a été souvent évoqué par Jean-Luc Mélenchon ces derniers moments, ces derniers instants, et notamment sur la question des personnes âgées. Je sais que toi, tu as un avis très arrêté sur le sujet. Et il dit, je voudrais le citer parce que c'est
souvent, quand on entend un homme politique ou une femme politique dire ça, il dit « Je voudrais vous dire quelque chose qui s'adresse autant à votre cœur qu'à votre raison. Nous ne pouvons pas être d'accord avec l'idée qu'à partir d'un certain âge, la population n'aurait plus le droit à sa liberté d'aller et venir. » C'est fort à la fois et c'est rare qu'un homme politique fasse appel justement au cœur pour prendre des décisions qui devraient être des décisions politiques, qui sont des décisions arrêtées par la loi, par un cadre général qui s'impose à tous. C'est particulièrement ce passage-là auquel je me référais quand je disais qu'il avait une vision globale, ample et humaine, humaniste et pas technocratique. C'est que là, il fait vraiment référence à des valeurs qui sont les valeurs fondatrices de l'humanité et des exigences sur lesquelles on ne peut pas contourner et on reste des individus libres. Ça me paraît, et qu'on a on a un devoir. Moi, j'ai trouvé que, je trouve qu'il il le ramène trop au moment ultime de la mort. Je pense que, en l'occurrence, la question des personnes âgées n'est pas une question simplement de la mort, c'est une question ils continuent d'être des vivants. Et que donc, ils ont droit à avoir des relations sociales avec leurs proches et on ne peut pas les confiner et les enfermer. Ça me paraît pas. Et d'ailleurs, pas simplement ceux qui sont dans les EHPAD. C'est vrai de tous. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il avait déjà insisté là-dessus. Il a parfaitement raison. Moi, je voulais dire une petite chose aussi à propos de ce qu'il a, la proposition. Je veux bien qu'on parle de Bayou après, mais il dit quand même, dans son discours, il dit des choses quand même importantes sur la question de la dette. Oui, moi, je pense que ce n'est pas abouti ce qu'il dit. C'est-à-dire que je trouve qu'il dit très clairement, il renvoie très clairement la question en disant la Banque centrale européenne détient 18% de la dette française et que donc il faut la transformer en une dette comment dire, la banque rachète et qu'elle annule la dette pour l'État. Non, il dit pas non, il dit pas annuler la dette. Totalement annulée. Non, il dit pas du tout annuler la dette. Il dit que c'est une dette éternelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne sera pas payée, mais elle ne rentrera pas comme zéro dans les réseaux. Enfin, on va pas l'annuler, on va pas l'effacer. Mais elle ne sera pas payée. Alors, moi, ce que j'ai comme question, mais je pense que probablement, ce n'est pas complètement mûr dans sa réflexion, mais c'est quand même assez fondamental, c'est qu'en fait, d'accord, moi, je pense que c'est une piste intéressante. Comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que on fait cette dette, elle va être financée comment? Par le fait qu'on ne va pas la payer aux créanciers de la Banque centrale ou alors on va faire de l'inflation. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de vouloir une inflation, c'est-à-dire en fait le lissage, c'est-à-dire l'étalement de cette dette sur 15 ans, 20 ans, comme ça s'est déjà produit auparavant. Et attaquer ce dogme du zéro inflation qui nous étouffe autant que le dogme des 3%, me paraît essentiel si on veut discuter de qui va payer le coût économique de cette crise et de ces transformations à venir. Il y a plein de sujets qui étaient hyper intéressants, notamment notamment toi, Catherine, qui est quand même experte en la matière sur l'urbanisme, toi qui es urbaniste et architecte, quand il a parlé de métropolisation, qui était un des grands enjeux justement de demain sur Réflexoir. On en reparlera sans doute, mais Pablo, pour terminer sur le meeting, parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on discute, tu dirais que c'est une opération réussie et surtout, quel est le sens de cette opération? Je ne sais pas si on peut parler d'opération, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une opération, mais tu dirais qu'il est sur les rails pour 2022 à travers Est-ce qu'on peut en déduire ça? Mais bien sûr qu'il est sur les rails pour 2022. D'abord, il l'a dit dans ses différentes… dans l'IB, je crois que dans le chapeau de l'IB, ils avaient dit oui, qu'il se sentait vraiment… qu'il était prêt en gros et que de toute façon… Mais de toute façon, quand on regarde à gauche, au bout d'un moment, il faut aussi savoir raison garder. Et même si on peut avoir… Comment ? Il est seul à être audible à gauche aujourd'hui, les communistes n'existent pas. Mais bien sûr. C'est le seul à être audible, c'est le seul à être audible, c'est le seul à avoir un plan. Pour revenir à ce mot, il a un plan pour 2022, il a un plan pour la France, il a des forces vives et actives. Donc, même si effectivement, il y a quelques nuances sur lesquelles on pourrait ne pas être d'accord, d'ailleurs, des nuances qui sont plus ou moins importantes. Moi, par exemple, ce que tu disais sur la métropolisation, moi, ça m'a un peu choqué dans le discours. Parce que… Moi aussi, je suis d'accord. Non, mais moi, Pierre, je pense que dans ce discours, il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites, qui sont au moins aussi intéressantes
important que de savoir si Mélenchon est prêt pour 2022, parce que c'est en effet, c'est acquis. Mélenchon est en campagne pour 2022, Marine Le Pen est en campagne pour 2022, Emmanuel Macron est en campagne pour 2022 et Yannick Jadot aussi. Je veux dire, il n'y a pas de… je pense que les choses sont en train de s'installer, ça me paraît évident, donc n'en faisons pas un objet de discussion ad vitam aeternam. Moi, je trouve qu'il y a deux questions. Catherine, j'entends bien que tu veux aller sur le fond, mais quand même, on ne peut pas ne pas exclure de la discussion ce qui s'est passé récemment, la lettre de Julien Bayou. On ne peut pas surseoir 2 minutes. Non, mais ce que je veux dire, c'est Ida. Bon, alors moi, je veux dire ce que j'ai à dire, c'est que je trouve pas tout à fait acceptable de mettre la crise écologique, la déforestation au même titre que la métropolisation, c'est-à-dire que je pense que ça ne relève pas de la même chose. Évidemment, c'est certain que quand il y a du monde rassemblé, les épidémies se propagent. Et c'est comme il l'a expliqué, c'est depuis que les hommes se sont sédentarisés. Donc, associer la métropolisation au développement du virus me paraît vraiment mériter discussion, et notamment si on a un point de vue écologiste et qu'on pense qu'il faut arrêter l'imperméabilisation des sols et l'étalement urbain, etc. Il faut bien que les villes se concentrent, se rassemblent. Ça, je ne vois pas comment on peut tenir un discours écologiste qui soit contre un discours de construction à l'intérieur des villes déjà construites. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, moi, qui me semble, à mon avis, être potentiellement problématique, je disais tout à l'heure, il fait un ensemble de concepts, à mon avis, qui ne peuvent pas être la base d'une candidature à l'élection présidentielle. Enfin, je ne vois pas un candidat gagner sur la base de ce quadruple, ces 4 mots magiques de nationalisation, étatisation, planification, réquisition et collectivisme. Mais par ailleurs, il y a sur le fond une question qui était absente du discours de Jean-Luc Mélenchon, pas du discours préalable de Bompard, mais qui était assez technique. Le discours de Bompard, c'est au fond la question de notre interdépendance et du monde. Alors évidemment, Mélenchon se défend et il a parfaitement raison. On ne peut pas lui faire le grief d'être un nationaliste étroit, d'être nationaliste tout court, et qui voudrait affirmer, combattre les autres, etc. Ceci étant, sa proposition, c'est de dire, et d'ailleurs à un moment donné, il dit une phrase qu'il appelle la grande nation, c'est-à-dire que la France, c'est la grande nation qui doit porter sur les 5 continents et qui doit apporter des masques à nos familles. Attendez, mais moi je suis tout à fait d'accord pour qu'on ait un point de vue de coopération avec le reste du monde, mais néanmoins, il nous faut penser l'Europe et le monde dans leur interdépendance et donc dans leur nécessaire réorganisation. Et là, il n'y a pas un mot, et je ne vois pas comment, dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire de cette interdépendance tellement évidente, on peut faire l'impasse là-dessus. Et c'est peut-être… Moi, je crois que avec la question de la place des individus, je pense que cette question-là risque de faire ligne de fracture et fragiliser la candidature, la proposition politique que portera assurément Jean-Luc Mélenchon. Pablo, tu auras le mot de la fin. Je reviens sur une phrase que Jean-Luc Mélenchon a dite dans l'interview de Libération. Il dit « Le plus important est dans la société dans laquelle je vois un ample parti sans mur, dégagiste, social écolo et humaniste ». Ça paraît être un projet fédérateur à gauche? Ben non. Dégagiste, social écolo, humaniste. Pourquoi non? Mais social écolo humaniste, je veux bien. Dégagiste, franchement, voilà, ce mot, j'ai toujours pas très bien compris à quoi il faisait référence, parce que la première personne à qui on peut l'appliquer, c'est lui-même, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même. Donc c'est hyper problématique comme terme. Les contours sont hyper flous. Après, social écologiste et humaniste, moi je veux bien banco, tu vois. Mais juste pour revenir un peu à la, parce qu'il y a un truc aussi qui m'a fait, qui a un peu grésillé dans mes oreilles, c'est lorsqu'il parle de sa victoire culturelle, de la victoire culturelle de la France insoumise dans le débat public, parce que Jean-Luc Mélenchon reprendrait ces termes non, et les Emmanuel termes Macron. en commun. Emmanuel Macron. Ouais, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, tu as fait lapsus. Ok, qu'Emmanuel Macron reprendrait ces termes, jours heureux, planification et je sais pas quoi. Et en fait, quand je l'entends dire ça, quand je l'entends, je suis… en fait,
je me demande en fait à quoi il joue. Je me demande quel est le jeu. Alors, je sais très bien que c'est une stratégie politique que de dire ah ben voilà, regardez, mes adversaires reprennent mes idées, donc c'est que j'avais raison. Mais à titre personnel, et si on est un tout petit peu honnête intellectuellement, je trouve ça plus catastrophique qu'autre chose. En fait, c'est-à-dire que c'est précisément en fait que les mots qui sont utilisés sont des mots qui sont des mots valises, qui sont des mots fourre-tout, et je pense pas qu'on puisse en faire en fait un totem en fait. Et or lui c'est ce qu'il propose, c'est ce qu'il propose avec planification, relocalisation, etc. Il propose d'en faire des totems, de se les tatouer à peu près un peu partout sur le corps et de dire regardez moi c'est avec ça que j'avance. Non, ce qu'il doit faire, ce que doit faire Jean-Luc Mélenchon, ce que doit faire la France Insoumise et ce que doit faire la gauche en général, même s'il n'aime pas ce mot, c'est définir ce que c'est et nous donner un projet de société qu'on puisse comprendre, qu'on puisse sentir, c'est-à-dire qu'on puisse palper en fait, qu'on puisse envisager. Et là, et à partir de ça, oui, on pourra essayer d'imaginer prendre le pouvoir. Bon, globalement, pour terminer, tous les deux, vous êtes d'accord, c'était quand même une belle performance. Les mots de Jean-Luc Mélenchon sont importants dans une période où aussi la démocratie peut paraître parfois confinée, et c'était une initiative plutôt bienvenue finalement. Vous êtes d'accord tous les deux? Allez, en 10 Oui, secondes. Tous les deux. mais clairement, c'était intéressant. Je pense que ça mérite débat. Je pense qu'on a commencé à en discuter. C'est pas l'affaire n'est pas terminée. C'est pas voilà. Jean-Luc Mélenchon fait des propositions. Il y a des points qui sont pas aboutis, des points sur lesquels on peut discuter. En tout cas, le cadre général était d'une très grande qualité, de très grande volée intellectuelle et formelle quoi aussi. Hein. C'était très bien dit. C'était Après, maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est que les écologistes, qui a priori portent un discours différent, eh ben, proposent la même chose, proposent quelque chose proposent une vision alternative à celle de Jean-Luc Mélenchon, qui propose en fait un contre-projet. Ben, on en parlera dans un autre format. OK? d'accord. Salut. Catherine, salut Ciao, Pablo. ciao.